on est toujours sur que ça soit maintenant au niveau de la rétention avec la validation nettoyage ou du transfert aéroporté, on va utiliser les mêmes types je vais dire, de quantification. On va quantifier les risques grâce à deux éléments. Au niveau de la qualité produit, c'est ce qu'on appelle la PDE. Et puis au niveau de la sécurité opérateur dont on vient de parler, on parle de l'OEL. Donc les qualités produits avec la PDE, donc cette notion de PDE, elle a été introduite en 2014 par la guideline de l'EMA sur la mise en place de données de limites d'exposition liées à la santé humaine pour pouvoir à la fois identifier les risques dans les usines partagées, mais également servir dans le calcul du critère d'acceptation, validation, nettoyage. Donc, vous voyez le calcul, bon, il est un peu indigeste. Hein. Non. Il est donc particulier à chaque molécule. Et donc, on va partir des études toxicologiques. On va utiliser ce qu'on appelle la NOAEL, donc No Observable Adverse Effect Level, c'est un peu compliqué à dire, qu'on va multiplier par le poids, l'EMA conseille 50 kg, et puis on va diviser tout ça par toute une série de facteurs qui sont liés à l'utilisation, par exemple, dans les études toxicologiques d'animaux au lieu de l'humain. Donc, ça va permettre de corriger éventuellement l'anneau AEL. On va utiliser des facteurs pour la variation entre les espèces. On va utiliser des facteurs pour tenir compte de la toxicité aiguë ou répétée. Et donc, tous ces facteurs vont servir à calculer une quantité en milligrammes par jour est la quantité qu'un individu pourrait absorber pendant toute sa vie sans qu'il soit affecté par aucun effet secondaire de cette molécule. Donc, c'est vraiment la quantité qu'on va pouvoir ingérer toute notre vie sans aucun souci. Et donc, cette valeur est une valeur censée être scientifique. On verra par la suite que c'est peut-être pas tout à fait le cas, ou du moins qu'il y a beaucoup de scientifiques différents. Et donc, c'est cette valeur que l'EMA nous demande d'utiliser à la fois, on va dire, pour s'assurer que les risques sont maîtrisés en termes de contamination croisée et notamment dans la validation nettoyage. En parallèle, on a une valeur qui est très, très similaire, qui est la OEL, Occupational Exposure Level, qui, elle, par contre, est en microgrammes par mètre cube et qui s'adresse plutôt pour la sécurité des opérateurs. Donc, la quantité, même chose, qu'un opérateur pourrait inhaler pendant toute sa vie, 8 heures par jour, 40 heures par semaine, sans avoir aucun effet secondaire. Donc la seule différence entre les deux, on va dire, c'est surtout l'absorption, c'est par inhalation pour les opérateurs. Et puis, on n'a pas... c'est pour ça que c'est en mètres cubes et c'est vraiment une mesure qui va servir à définir le type de protection à donner à l'opérateur. Mais on verra, ces deux mesures sont très liées. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette slide-là. On peut passer à la suivante qui Non, continue. ça a pas mal réagi, ça a pas mal balancé de quelques vannes. Hein. Il y a Phil notamment qui nous a fait une très jolie, comme souvent. Les joies de Noël, effectivement. Hein. C'est les joies de Noël. Oui, hein. oui, c'est pas mal. Il y a Ludivine Hyperdi qui nous... Voilà, un pull Je suis propre. Je pense que c'est en lien avec le quiz Scout qu'on ne fera pas, on n'aura pas le temps. Hein. Mais non, ça réagit bien dans le chat. Phil qui nous dit et vive les 35 heures alors, oui, parce que alors du coup, ça veut dire qu'on réduit l'exposition par rapport à ça aussi. Mais c'est hors sup. Dites-moi s'il y a encore de l'écho. J'ai fait une manip, je crois savoir d'où ça venait. Dites-moi s'il y a encore de l'écho quand je parle sur ce slide-là.
Non, mais en tout cas, le calcul sur le P2, il est super intéressant et c'est ce que dit aussi Delcué. On voit que les facteurs varient et effectivement, il y a de la bretelle, de bretelle, de bretelle, de bretelle, hein. On part, apparemment, oui, toujours écho. Bon, bah, ça n'a pas marché. Ah, il y a de la bretelle, de la bretelle, de la bretelle, mais on va voir que les bretelles, elles sont parfois aussi un peu flexibles, quoi, hein. Ouais, les bretelles, il y en a pour tous les goûts, quoi. C'est ça. Mais on part d'une valeur, on va dire, obtenue par étude clinique. Et après, bah, à chaque facteur, on reprend des facteurs de sécurité plus ou moins forts. Et Voilà. effectivement, transition toute trouvée. Tu vas nous décrire un peu les variations qu'on peut avoir Alors, bon, sur des PDE. depuis donc, ça fait 10 ans que cette PDE a été mise en place et qu'elle est d'ailleurs bon, souvent inspectée, hein, les inspecteurs NSM regardent de plus en plus si on a bien toutes ces valeurs-là, etc. Avec l'expérience, on s'est rendu compte que cette valeur-là, elle était aussi finalement pas si scientifique qu'on pourrait le croire. Déjà, le plus compliqué, déjà, c'est la récupérer, cette valeur. Donc, quand on est un sous-traitant, c'est le donneur d'ordre qui doit nous la transmettre. Alors, il ne doit pas nous la transmettre sur un petit bout de papier, hein. Il doit nous la transmettre de la manière que demande l'EMA, donc avec le rapport qui est décrit d'ailleurs dans la guideline, avec tout ce que ce rapport doit comporter comme détail. Alors, tout le monde n'a pas lu l'EMA de la même façon, et donc parfois c'est vrai qu'on reçoit un mail avec une valeur, on ne sait pas trop d'où elle sort, et on ne peut pas l'accepter en l'état. Donc déjà, un gros problème, c'est de récolter toutes ces données. Alors, une réflexion qu'on peut se faire, c'est sur la guideline de l'EMA a défini cette façon de calculer. Par contre, malheureusement, elle n'a pas défini une base de données. On aurait pu imaginer avoir une base de données européenne de toutes les molécules enregistrées avec une PDE qui aurait été une PDE consensuelle, on va dire, qui n'aurait pas premièrement obligé à tout le monde de la chercher et puis de nous donner aussi parfois 10 PDE différentes pour la même molécule avec des valeurs qui sont sensiblement, significativement très très différentes. Et donc là, on peut se poser des questions sur la validité de ce fameux calcul. Bien sûr, comme tu l'as dit, il y a tellement de facteurs qu'à la fin, on risque d'y perdre un peu son latin. Et donc, bon, pourquoi on a bien des données européennes sur un tas de sujets, pourquoi n'avoir pas en même Oui. temps fait une base de données sur ces sujets-là? Ça aurait simplifié la vie de tout le monde. Est-ce que, Donc là, est-ce que tu veux que je montre le slide numéro 6? oui, C'est bon. voilà, donc je disais déjà, ce qui est possible quand on ne récupère pas la valeur ou quand le client ne comprend pas trop ce qu'on lui demande, ça peut arriver aussi parfois de temps en temps. Mais il y a des solutions, hein, puisqu'il y a beaucoup de sous-traitants qui se sont lancés dans ces études de collecte d'informations toxicologiques et qui peuvent fournir les PDE lorsque le client préfère aussi que ce soit la solution. Ne pas oublier que la PDE, elle est liée à la voie d'administration. Donc, une PDE qu'on aurait eue pour une voie orale n'est pas nécessairement la même valeur que pour la voie vaginale ou la voie dermique ou la voie injectable, bien sûr. Et donc, il faut vraiment s'assurer de la voie. Et il faut faire attention si on a des formes galéniques avec plusieurs voies d'administration dans la même zone. Ça veut dire qu'on devrait récupérer alors les PDE pour chaque actif présent dans la zone, pour toutes les voies présentes dans la zone, puisqu'on peut éventuellement contaminer un comprimé vaginal par un comprimé oral. Et donc, dans ce cas-là, c'est la PDE de la voie orale du comprimé vaginal qui va être utilisée pour calculer le critère d'acceptation pour le produit suivant, voie orale aussi. Et donc, ça complexifie le besoin et les recherches.
et le coût aussi indirectement, puisque quand on n'a pas récupéré ça du client, ben va devoir le sous-traiter et ça va être pas négligeable. Il faut compter environ 2000 à 2500 euros le coût d'un devis pour une PDE. Et c'est là où ça peut être compliqué, c'est ce qu'on a discuté un petit peu hier, c'est que, notamment pour les sous-traitants, ce qui veut dire encore plus potentiellement de molécules différentes, donc de PDE et du coup la PDE du donneur d'ordre, par exemple, qui fait un produit, oral, lui, il va faire une PDE pour, voie orale, Voilà. mais si le sous-traitant a une voie autre, Voilà. il devra Alors, aussi lui fournir. voilà. Si on lui demande de nous fournir en même temps, en plus, celui de la voie vaginale, ben, ça va peut-être pas nécessairement le motiver à fond, quoi, Oui, pour nous fournir rapidement le résultat, tout étant que il faut toujours se rendre compte qu'on va demander, bien sûr, la PDE du produit qui intéresse le client, mais cette valeur qu'il va nous donner, c'est les autres clients qui sont intéressés à la récupérer. Et nous, en fait, on est responsable de pouvoir donner confiance à l'ensemble de nos clients, c'est-à-dire et qu'on doit mettre la même motivation à récolter toutes les PDE de tous les clients, puisque finalement, les clients nous donner la leur, bon, pour eux, à la limite, c'est pas le plus important, c'est surtout qu'ils s'assurent qu'on récupère celle des autres mmh mh, et qu'elle soit aussi pertinente que celle qu'ils nous donnent. mmh et Puisque nous, on doit s'assurer au final qu'après, ben, on ait un ensemble de données qui à la fois nous permettent de donner confiance à l'ensemble de nos clients. Donc, on ne peut pas se permettre qu'il y ait une PDE un peu bizarre dans le tas, parce que celle-là, elle risque d'entraîner un impact sur les produits bah, des surtout, autres clients. oui, Ouais. ça va mettre toute l'analyse de risque en porte-à-faux Voilà. et ça peut impacter tout le monde. Donc, Pas mal moi, d'échanges dans par le chat. contre, ouais. Il y a Agnès Centrien qui nous dit, d'un toxicologue à l'autre, c'est parfois la valeur P2 est très, très, très Voilà. différente, effectivement. Et Donc, c'est ce qu'on voit dans l'exemple que j'ai sur la slide. Peut-être si tu peux ouais, remonter la slide, c'est bon. Ludovic. Donc, j'ai pris quelques exemples, justement, et c'est là où on commence à un peu douter de la PDE, ou disons de sa valeur scientifique universelle. On voit pour un principe actif, suivant le client, on varie de PDE entre 0,03 mg et 5 mg. Pour un autre, le second, donc ça, c'est des valeurs, c'est pas des valeurs farfelues, c'est des valeurs réelles qu'on a compilées. Et donc, on a quatre valeurs pour le principe actif 2 qui varient entre 2 microgrammes, 6 microgrammes, 1 milligramme, 10 microgrammes. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment l'âge du capitaine. Et ça porte aussi finalement atteinte à l'utilisation de cette PDE. On est quand même beaucoup moins confiant. Et puis, on verra aussi, j'ai dit, il y avait la PDE, il y avait l'OOL. On a souvent, a priori, théoriquement, il y a un facteur 10 entre les deux valeurs. Ça, c'est aussi hyper théorique, parce que dans les faits, du fait de la variation justement des PDE, suivant les toxicologues, les OL, c'est la même chose, c'est des toxicologues aussi qui font ces études-là, et donc elles peuvent aussi varier. On se rend compte en fait qu'il y a finalement très peu de liens, ou alors c'est de façon tout à fait presque fortuite qu'on a des niveaux qui sont alignés entre les niveaux de toxicité par inhalation et les niveaux de toxicité patient. En fait, ce n'est pas nécessairement cohérent. Et donc, ça n'arrange pas, la facilité du sujet, puisque, a priori, on pourrait presque se dire, tiens, j'ai un produit qui va être impactant pour mon patient, mais l'opérateur, lui, il n'a pas besoin de sécurité particulière, ou inversement. J'ai des cas où on va devoir surprotéger l'opérateur, mais au final, le produit, a priori, au niveau patient, il est pas très critique, donc c'est pas super logique.
Et c'est pas le plus simple quand on veut après avoir une stratégie au niveau d'une zone ou d'une usine en termes de classification de produits et qui nécessiterait confinement ou pas, parce que le confinement pour la partie sécurité opérateur ne serait pas nécessairement le même que pour la partie contamination croisée. Donc, ben voilà, c'est pas. Donc, dans tout ça, ben, il faut un peu se faire sa propre religion. Il faut essayer d'avoir quand même gardé du bon sens. Et il n'est pas interdit, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de retourner vers le client quand visiblement la valeur de PDE qu'il nous a donnée est tellement différente aux extrêmes par rapport aux valeurs qu'on a déjà, que là, on va se dire, soit si je prends par principe, je vais prendre la pire, ben je vais me pénaliser pour une valeur qui me semble peut-être même pas très logique par rapport aux autres valeurs collectées. Donc, à un moment donné, il faut quand même garder son bon sens et un peu ne pas aussi se permettre aussi, même si on n'est pas toxicologue, de relire les Oui, rapports qui nous sont envoyés parce que c'est ce que ça tu me manque dis. pas de Oui. fautes de calcul, ça manque pas d'erreurs dedans qui peuvent être vérifiées même si on n'a pas des données, des connaissances toxicologiques. Donc le petit calcul de la PDE, là, il y a vite un zéro en trop ou une dizaine qui se perd et puis le résultat est pas bon. Donc ça nous est arrivé un nombre. Ça paraît un peu fou quand même, mais ça fait peur quand tu le dis, quoi. Mais Alors on renvoie, je pense qu'il y a une erreur de calcul. oups! Alors, ah oui, ouais, il y a une erreur de calcul, on vous renvoie le rapport. Bon, ça donne pas confiance, quoi, hein. Il te faut un petit prix après, non, j'espère quand même? Mais ça, c'est pas les sous-traitants qui nous. En général, je dois dire, il y a de très bons sous-traitants sur ces études-là qui font du super boulot et il y a rarement des erreurs de calcul. D'accord. Par contre, bon, les rapports qu'un client a obtenus avec un toxicologue X, on ne sait pas trop même si c'est un toxicologue parfois. Il ne faut pas oublier qu'il faut avoir le CV du toxicologue pour ces rapports, il faut le récupérer. Alors parfois, on a quelques surprises, quoi, et ce n'est pas vraiment un toxicologue. Donc après, on a encore moins confiance dans ce qu'il nous a concocté Oui. comme calcul. Oui. Et ça, c'est un peu délicat. Tu as regardé son profil On sur va dire, LinkedIn bah, pour te écoutez, rassurer, quoi. quand on voit son curriculum, ça ne ressemble pas beaucoup à un toxicologue, mais voilà. Tu vas regarder son profil sur LinkedIn pour vérifier. Bah, non, puisqu'il met son CV, donc Mmh. on voit bien qu'il n'est pas toxicologue, Mmh. hein. Donc bon, il y a des places à prendre, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a un bon business. Et puis, du coup, alors je reviens, il y avait une vanne tout à l'heure de Delcué, et si on repose plusieurs fois la même question à un toxicologue, est-ce que la réponse peut être différente? Potentiellement au Peut-être, final, peut-être. possible, à mon avis, possible, s'il se souvient plus de la première. Exactement. Par contre, ça Ah non, envoie pardon, un autre. c'était même pas une vanne, il vient de répondre, c'est que c'était du vécu. Ah mince! Bah oui, oui, ça m'étonne pas. Et par contre, je rebondis sur ça en disant que j'ai lu là dans un article à 3P en préparant la présentation, qui était quand même recommandé de demander une revue régulière de ces PDE. Donc, on a déjà eu du mal de les avoir la première fois. Ça va être un peu compliqué de demander une revue parce que justement, ben, c'est pas idiot quand même. Ça veut dire que les connaissances toxicologiques sur une molécule, ben, elles évoluent avec le temps. Et oui. Et donc, c'est sûr qu'une PDE qu'on a obtenue peut-être, il n'y aura pas 20 ans puisque ça date que de 10 ans, mais on imagine dans 10 ans que peut-être nos valeurs PDE d'il y a 20 ans, il y aura peut-être intérêt à les rafraîchir un petit peu. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas, c'est pas gagné, quoi. Alors Le travail n'est pas j'ai terminé. autorisé le chat, une vanne de Phil. Je vais quand même la lire, hein, parce qu'elle a été bloquée par le modérateur automatique.
Et Phil nous dit, et pour le toxicologue, est-ce que en général le rapport oral est mieux que le rapport vaginal? Voilà, bon bah Phil, j'ai été obligé pour ton information d'approuver cette vanne dans le chat, sinon elle n'apparaissait pas. Donc si on se fait ban Twitch, bah ça sera de ta faute, hein. Tu nous auras offert une caméra, mais tu nous auras fait ban. On va voir où ça va nous emmener. En plus, je sais pas comment YouTube va le prendre, cette vanne-là, parce qu'on est en live aussi sur YouTube. On verra Oui. ça par la suite. Demain, Et XP Pharma n'existe ça, peut-être plus. ça se corse. Il me dit, ouais, non, c'est Annelise qu'on a parlé. Oui, oui, mais on te Oui, oui, connaît, c'est ma Phil. faute, c'est On ma te faute. connaît, Phil, on te connaît. Euh, tr- J'avoue. ok, on peut passer du coup. On va passer à la suivante. Yes. Hop, c'est bon. Alors, je me souviens plus de ce qu'il y a sur la suivante. Ah voilà, oui. Donc on revenait sur cette PDE OEB. Donc comme on l'a dit, plus cette valeur est faible, on peut imaginer bien sûr que toute poussière de ce type de molécule à ce niveau-là, ça veut dire au niveau où elle ne provoquera aucun risque, mais ça veut dire que tout niveau supérieur à cette limite va provoquer, lui, un risque patient ou sécurité opérateur, c'est bien sûr invisible. Et si on prend l'exemple de ce qu'on appelle OEB, OEB 4, on range ça par bande, hein, par plage de limite inférieure, supérieure de dose, qui est environ, ça veut dire qu'on peut s'admettre de manière d'une concentration maximale de 1 à 10 microgrammes par mètre cube, c'est totalement invisible à l'œil nu. Ça représente l'équivalent d'un sachet de sucre de 5 grammes dans le volume de l'Empire State Building. Donc on peut bien imaginer qu'on ne voit rien du tout. Or, toute concentration juste supérieure provoque un effet, que ce soit pour un patient qui l'ingérerait parce qu'on a eu une contamination croisée, ou bien sûr qu'il l'ingérait pendant toute sa vie, etc. Mais bon, en cas de traitement chronique, il y a un risque. Mais surtout pour l'opérateur, parce que lui, l'opérateur, peut-être il travaillera pendant toute sa carrière dans la production d'un même principe actif. Lui, il y a encore beaucoup plus de risques parce que la permanence du risque va être beaucoup plus réelle. Et donc, on peut se rendre compte que c'est quasiment impossible, c'est très compliqué à maîtriser puisqu'on ne voit rien. Et Exactement. donc, là, les solutions, elles sont expliquées dans les BPF, où on a la solution. On a bien sûr tout le système de cascade de pression, le confinement des équipements, les locaux dédiés, les zones dédiées, la sécurité du personnel aussi, tout ce qui est cagoule ventilée, j'en passe, c'est des meilleurs, les isolateurs, les équipements jetables. Maintenant, on a de plus en plus d'équipements, même des isolateurs qui sont jetables. Donc, dans le cas de matières très toxiques, c'est sûr qu'il faut passer à ce type de solution, et tout étant que dans tous les cas, on ne pourra jamais visualiser ce risque. Et le risque invisible, le danger invisible, c'est celui qui est le plus difficile aussi à faire admettre aux opérateurs pour leur propre santé aussi, pour être sûr qu'ils appliquent les procédures. Comme ils voient pas le risque, plus compliqué. Du coup, je me Donc pose voilà, une question, c'est Anne-Lise. un peu l'image. Oui. Ouais, dans le cas de figure, avec des produits extrêmement sensibles, où on va partir sur de l'injectable, tu dois avoir quand même un circuit de destruction Ah oui, alors là, extrêmement oui, sécurisé pour tout à verrouiller fait, oui, ça, j'imagine. tout à fait. Il y a C'est pas aussi on toute fout la la poubelle, partie quoi. gestion des déchets, hein, qui est pas négligeable, que ça soit avec bien sûr des incinérations, aussi bien des eaux de nettoyage, Eh oui. des traitements chimiques qui peuvent être aussi utilisés pour décomposer ces matières actives, et qui sont aussi au final très coûteux, hein. Donc il n'y a pas que
tout à fait, c'est une excellente remarque. En fait, il n'y a pas que le process, il n'y a pas que le produit, mais aussi tous les déchets, Mmh. qu'il faut gérer et c'est pas le plus simple. Et il y a Aïcha qui nous dit justement dans le chat, et après on nous demande de faire durable et enviro dans la Ah pharma. ouais, Et c'est là, vrai c'est que sûr. la partie single use Ah ben, équipement, c'est sûr, si c'est énormément de avec tout plastique. le jetable, là, on n'est plus du tout dans la durabilité, ça, on est sûr, hein. Ouais, et c'est là où peut-être que dans les facteurs de risque qu'on peut prendre certains toxicologues sur la partie PDE, à un moment, à Bah prendre oui, des facteurs de risque, ils des peuvent facteurs de fonctionner, risque, ouais. bah, au final, on se retrouve tout en OBE5 et Ouais, puis c'est ceinture bretelle, sauf qu'on consomme de l'énergie de la planète, quoi, en gros, on quoi. consomme de Donc, l'énergie, on consomme il y a des coûts, énormes et est-ce que c'est pas de la sursécurité par moment, tu vois? Je me pose la question parce que c'est vrai que dans le stérile, c'est un peu le cas et on a déjà eu le débat avec Christophe et puis, bah, des invités qu'on avait pu avoir aussi sur des lives où à un moment, il faut peut-être aussi, arrêter la qualité des facteurs de sécurité. C'est pareil dans le stérile où en fait, à un moment, on ne prend pas en cause la partie durabilité, de nos équipements, à favoriser du single use, à tort et à travers, quand parfois, voilà, avec, peut-être des PDE, plus justes. ouais, oui, je crois que tout ça, c'est les questions, qui sont générées par ces calculs qui sont, la plupart du temps, bah, avec plein de facteurs de sécurité et avec, parfois aussi un doute sur la réalité des choses. Ouais, Une fois que ça touche à la santé, c'est sûr et oui. qu'on Même sursécurise, que ça indirectement. soit la santé du patient ou la santé des opérateurs, on préfère, je vais dire, sursécuriser, mais ça entraîne, à la fois des surcoûts et puis des surconsommations de plein de choses. Ouais, mais après, rappelons-le, c'était, ce que nous avait dit, Clémence, qui était venue faire un live sur l'industrie pharma et la durabilité. À un moment aussi, l'industrie pharma, par sa pollution, tue, hein, donc ou Mmh, participe à plein d'impacts environnementaux. Donc à un moment, il faudra peut-être aussi, revoir un petit peu, le curseur, où est-ce qu'on le place. Mais voilà, bon, ouais, ça ce sera c'est on va pas relancer le débat, mais effectivement, ouais. c'est super intéressant.